Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, candidat à la présidence des Républicains. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Pour vous interroger à mes côtés aujourd'hui, Christophe Jacubicine de TF1, bonjour. Et Yves Tréhard du Figaro. Bonjour. Et dans cette émission, c'est une tradition dorénavant, séquence droit de suite avec les réactions des téléspectateurs et auditeurs qui nous regardent et qui nous écoutent. Et c'est Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL qui nous rejoindra pour vous relayer, Laurent Wauquiez, les commentaires, les interrogations de ceux qui nous regardent et nous écoutent. Alors première question, elle est d'ordre européen, la Catalogne, c'est une préoccupation donc européenne. Le chef de file des indépendantistes, Carlos Puigdemont, restera le président de la Catalogne, c'est ce qu'a dit son vice-président. Emmanuel Macron soutient Mariano Rajoy, le Premier ministre espagnol, dans sa gestion de la crise catalane. Est-ce que vous aussi, vous êtes sur cette ligne-là? C'est un point d'accord. Et sur ce sujet-là, il est important que la voix de la France soit unique. Je suis attaché à ce que l'Espagne reste le seul interlocuteur de notre pays. Et que par les prises de position prises par la France, on n'aboutisse pas à encourager cette espèce d'explosion à laquelle on assiste potentiellement, qui est pour moi le danger de détricotage des États-nations. Alors il y a un élu corse, un élu autonomiste, qui a approuvé cette indépendance. Il se trouve qu'en Corse, on doit voter au mois de décembre pour une nouvelle collectivité territoriale. Il y a de fortes chances pour que les autonomistes arrivent en tête de cette élection et qu'ils soient majoritaires dans l'île. Est-ce que ce n'est pas la porte ouverte à une lointaine indépendance sous revendication d'indépendance? Laurent Wauquiez. Je pense qu'on doit être très vigilant. Parce qu'on voit bien la période dans laquelle on s'engage, où au fond, il y a une tentation de dire on relègue les États-nations au placard et les régions s'adressent directement à l'Europe en reconstituant leur autonomie qui vient parfois du fond des âges de l'histoire de l'Europe. Il ne faut jamais oublier que cette période a conduit souvent au chaos pour le continent européen. Donc moi, dans ma construction politique, je suis extrêmement attaché à la place de l'État-nation. Donc et dans la centralisateur, France, plutôt centralisateur. Non, c'est une erreur qui est souvent commise. L'État-nation, ça ne signifie pas la centralisation. L'État-nation, ça signifie qu'on peut laisser une marge de choix, évidemment, à nos territoires. Ça signifie que chaque région doit pouvoir développer son orientation, sa politique économique. Que, contrairement parfois à la tentation que je sens dans le gouvernement, tout ne doit pas se décider à Paris. Mais est-ce que vous craignez une contagion de ce qui se passe en Catalogne aujourd'hui à la Corse, par exemple? Non, je ne la crains pas parce que je pense que la France est un pays qui a 15 siècles derrière lui. Ça fait 15 siècles qu'on dit la France pour nous désigner. Je n'ignore rien de la construction progressive, du fait que la Corse est rentrée en France plus tard, que l'histoire du rattachement du comté de Nice. Mais malgré tout, cette construction de la France, elle date de 15 siècles. Et j'ai une grande confiance dans sa force. Mais il faut la défendre. Et il faut rappeler que ce chemin-là est une impasse. Vous pouvez parler avec les autonomistes quand même. Mais bien sûr, moi je parle avec ceux qui sont élus par le suffrage universel et avec du respect. On a même parfois mené ensemble des combats sur le sujet par exemple de la défense des politiques de montagne, qui dans la Corse, qui est une île montagne merveilleuse, évidemment on sait ce que ça veut dire. Alors il y a une autre actualité internationale plus lointaine, c'est la Syrie avec Raqqa qui est tombée cette semaine et le retour possible de djihadistes français. Il y en a quelques centaines, on dit là-bas. Qu'est-ce que vous faites, vous, Laurent Wauquiez, de ces djihadistes français qui rentreraient éventuellement de Syrie? C'est un sujet sur lequel je suis extrêmement préoccupé. Et pour dire même les choses avec une grande netteté, assez abasourdi des récentes déclarations du ministre de l'Intérieur, qui a expliqué qu'il y avait donc aux alentours de 300 djihadistes qui étaient revenus sur le sol français, dont, et c'est le point important, 110 qui sont en liberté au moment où on parle. Et le ministre de l'Intérieur nous déclare ça sans même en tirer la moindre conséquence, sans même proposer le moindre dispositif de protection pour les Français. Je veux que nous soyons... Vous verriez quoi, vous? Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas, monsieur Sportouche. Et d'ailleurs, votre réaction pleine de bon sens, qui sort presque naturellement de vous, quel dommage qu'elle ne sorte pas avec autant de clarté du ministre de l'Intérieur. C'est ce qui a toujours été dit, me semble-t-il, par les autorités. Mais dites-nous. Absolument pas, justement. Qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, ce que je demande, c'est l'enfermement immédiat de tous les djihadistes qui sont revenus en France. Présomption de culpabilité? Non, pas présomption de culpabilité. On a tout l'arsenal pénal, monsieur Tréhard. Tout l'arsenal pénal qui permet de le faire. Ils peuvent être poursuivis pour association de malfaiteurs
en vue d'une entreprise terroriste. Ils peuvent être poursuivis par le biais de l'intelligence avec l'ennemi ou du crime de haute trahison. Ce que je demande donc au gouvernement, c'est qu'on arrête de ce point de vue de fermer les yeux. Il est temps de réagir. Et qu'immédiatement les poursuites pénales et les mesures permettant l'enfermement de tous les djihadistes présents sur le sol français soient prises. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mme Parly, qui est la ministre de la Défense, pour dire qu'il faut, en priorité, déjà, essayer d'aller les tuer sur place? Dit tant mieux s'ils se font tuer sur place. Oui. Mais vous... Bien sûr, mais qu'est-ce que je constate, Monsieur Tréhard? Et malheureusement, souvent, c'est le cas dans ce gouvernement. On a beaucoup de communication et les faits, eux, ont la tête dure. Là, à l'heure où nous parlons, il faut que vos auditeurs sachent qu'il y a 110 djihadistes qui ont combattu en Syrie, qui sont formés aux techniques de terrorisme, à la barbarie la plus violente, et qui sont en liberté sur le sol français. Donc vous accusez le gouvernement de mettre en péril la sécurité des Français aujourd'hui? Je dis que le gouvernement ne réagit pas. Je dis que le gouvernement ne fait pas face à la menace. Et je dis qu'il manque de lucidité et de fermeté. Je demande donc très clairement l'internement et l'enfermement immédiat de tous les djihadistes qui sont sur le sol français. Vous n'êtes pas député, mais les députés LR ont très majoritairement voté contre la loi antiterroriste de M. Collomb. Comment vous expliquez qu'au Sénat, eh bien, cette loi a été approuvée par la plupart des sénateurs, les Républicains? Laurent Wauquiez. Vous n'êtes pas tous sur la même longueur d'onde, quand même. Monsieur Tréhard, d'abord, je voudrais revenir aux faits. Et il est bien que vous rappeliez cette loi sur la sécurité intérieure. La réalité, c'est qu'elle a baissé le niveau de protection des Français. On est en train de parler de la situation des djihadistes. Par rapport à l'état d'urgence, mais par rapport à la loi précédente. Oui, mais avant, on avait l'état d'urgence qui nous protégeait. Cette loi sur la sécurité intérieure, prenons un cas très précis. Sur les djihadistes, l'état d'urgence nous permettait de leur fixer une assignation à résidence. Ils ne pouvaient pas quitter leur domicile. La loi sur la sécurité intérieure ne le permet plus. Elle ne permet plus que de leur dire « vous ne pourrez pas sortir du périmètre de votre ville ». Voire même, dans certains cas, ils peuvent même se déplacer dans le périmètre d'ensemble de leur département. C'est de la folie. C'est de la folie. Mais alors comment vous expliquez que les sénateurs aient voté? Vos sénateurs? D'abord, il y a eu un débat qui était un débat au premier tour sur la nécessité de concilier à la fois l'articulation des libertés publiques et la loi sur l'état d'urgence. Quelle est la réalité à laquelle on se heurte? C'est qu'il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Sur certains points, il est nécessaire de modifier la Constitution pour faire en sorte qu'on puisse adopter une vraie mesure de protection des Français. Je vais prendre un sujet pour lequel je plaide depuis longtemps. C'est que la France puisse mettre en place des mesures de rétention administrative. C'est-à-dire que sans attendre le passage à l'acte, ce à quoi M. Tréhard faisait allusion, on puisse immédiatement, quand un individu est considéré comme étant potentiellement dangereux, prendre des mesures de rétention administrative, à l'image d'ailleurs de ce qu'on fait dans le domaine des fous ou de la psychiatrie. Eh bien, ces mesures-là ne sont pas possibles aujourd'hui en France pour les terroristes. Parce qu'il n'y a pas Je demande qu'elles le soient. Dans les centres de rétention. Mais vous vous rendez compte, M. Tréhard, plus de centres de rétention? Juste pardon. Laurent Wauquiez. Je voudrais un moment qu'on prenne un tout petit peu de champ sur ce qu'on vient de dire. On est en train de se dire qu'on ne va pas enfermer des djihadistes parce qu'il n'y aurait pas assez de place dans les centres de rétention administrative. Non, mais il faut en construire donc. Je suis bien d'accord. Mais c'est précisément... Là, on ne parle pas de djihadistes, on parle de gens soupçonnés de pouvoir effectivement contribuer à une opération terroriste. Je parle bien de djihadistes. Qu'est-ce que vous faites des femmes et des enfants? J'ai une question très précise. Qu'est-ce que vous faites des femmes et des enfants qui rentrent également de Syrie et qui sont de nationalité française? Vous savez, monsieur Sportouche, moi je suis favorable à ce qu'on arrête de prendre des risques avec la vie des familles françaises. On parle de mineurs, on parle de femmes, et on parle dans les deux cas de personnes qui ont décidé d'aller en Syrie pour se préparer au djihad, à la plus grande barbarie, et à tuer les autres. Donc vous les enfermez aussi? Donc pour moi, le sujet n'est pas de savoir si on a affaire à des hommes ou à des femmes. La question, c'est est-ce qu'on a affaire à des gens qui sont capables de se faire exploser avec une ceinture d'explosifs. Si c'est le cas, je ne prends pas de risque. Petite incise, monsieur Wauquiez, il y a des procès-verbaux qui circulent actuellement dans la presse qui révèlent que de l'argent liquide sera arrivé à votre parti, celui de l'UMP à l'époque, en 2007, pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Éric Woerth en était à l'époque le trésorier. Il a reconnu qu'effectivement des enveloppes étaient arrivées. Et certains soupçonnent que ce soit des enveloppes qui puissent ressembler à de l'argent provenant de Libye et donc du colonel Kadhafi à l'époque. Est-ce que vous en aviez eu connaissance, vous, Est-ce que vous connaissiez ce sujet? Monsieur Tréhard, permettez-moi de souligner le caractère très doux de votre transition. En passant d'un sujet à l'autre, avec, je dirais, un peu un choc plus ou moins sympathique. Je vais répondre très simplement. Je ne commande pas des procès-verbaux.
Je ne commande pas des procès-verbaux que je n'ai pas vus, je ne commande pas des procès-verbaux qui ne devraient pas être dans la presse, et je ne commande pas ce genre d'allégations. Donc si jamais vous avez des faits, si jamais il y a des choses sur lesquelles elles sont établies, j'en parlerai avec plaisir en temps et heure. Des procès-verbaux dans la presse, et avec des déclarations d'Éric Woerth. Il ne vous a pas échappé que théoriquement un procès-verbal ne doit pas sortir. Voilà. Ça fait partie du secret de la processus de la justice. La liberté de la presse. Voilà. Sur les djihadistes, il y a juste une petite question sur laquelle vous n'avez pas répondu très clairement. Au sein de votre parti, sur la loi antiterrorisme, il y a une différence d'approche au sein de votre parti. Monsieur Sportou, je vais être très clair. Moi, ma ligne, vous l'avez compris, c'est la plus grande fermeté sur le sujet régalien. En matière de sécurité, toujours, hier, le ministre de l'Intérieur a présenté... vous avez pris froid, monsieur Jacubizzi. Un petit peu. Une police de sécurité du quotidien, la PSQ. Mais il va le dépasser, pour vous. Qui remplace un peu la police de proximité de la fin des années 90. Est-ce que c'est comme une bonne idée? Est-ce que ça peut apporter comme un plus à la sécurité des Français? Laurent Wauquiez. Soyons là aussi très simples. C'est le grand retour de la police de proximité de Lionel Jospin. Cette police de proximité reposait sur quoi? En gros, les gendarmes et les policiers doivent faire un travail d'animation de quartier. C'est pas ce que dit le président de la République, hein. Pas du tout même. Il a dit c'est pas la police. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est que la police de proximité, si ce n'est ça. J'aimerais bien que vous m'expliquiez, monsieur Tréhard, quand ils disent qu'il faut qu'il y ait plus de discussion, qu'il faut qu'il y ait plus de concertation avec les gens dans les quartiers, qu'il faut que les policiers aillent gentiment au contact de la population, qu'on échange tranquillement aller au contact, autour d'une table. C'est parfois bien, justement, pour identifier les... Vous savez surtout ce que moi je trouve bien, c'est que quand il y a un délinquant qui soit arrêté, que quand quelqu'un a commis un crime, il soit puni, et qu'ensuite sa peine de prison soit exécutée. Là où j'ai parfois un sentiment d'incompréhension, et M. Tréhard le disait pour le coup très bien, les places de prison. Aujourd'hui, la politique pénale dépend du nombre de places de prison qui sont libres, et pas des personnes qui commettent des délits. Combien vous souhaiteriez en construire de plus, Laurent Wauquiez, de places de prison? 20 000, je crois que c'était ce qui était évoqué par le... En tout cas, si on veut être au seuil de ce qu'est le niveau de prison qu'on a en Allemagne ou au Royaume-Uni, il en faut 20 000 supplémentaires. Le temps que vous décidiez et que ça s'exécute, il faut au moins 3 à 4 ans. Le gouvernement, là encore, sur tous les sujets régaliens, est beaucoup trop mou, fait preuve de faiblesse. Et donc, je le dis simplement... Alors, Wauquiez, 2010, la loi Dati, pas assez de places de prison, on fait une loi pour faire en sorte que ceux qui sont condamnés à moins de 2 ans de prison ne fassent pas de prison. Pardon, mais monsieur Tréhard, il y avait dans la loi qui avait été adoptée les peines planchées, et nous avions mis en place un grand programme de construction de prisons qui a été arrêté par François Hollande et qui n'est pas relancé par ce gouvernement. Je voudrais là encore prendre à un moment un exemple assez simple et brutal. Dans ma région, dans l'Isère, il y a une caserne de gendarmerie qui a été incendiée, volontairement, qui aurait pu aboutir à des drames pour les familles et pour les gendarmes. Moi, ce que j'attends, c'est pas qu'ensuite les gendarmes aillent faire une grande séance de thérapie collective de proximité. Ce que j'attends, c'est qu'on aille chercher ceux qui ont fait ça, qu'ils soient punis et qu'ils aillent en prison. Et ce que je pense, c'est qu'on est sur le retour de, au fond, cette politique de sécurité dans laquelle on se trompe de combat. Le combat, c'est d'aller chercher les délinquants, c'est pas de faire de l'animation de quartier. Juste sur la sécurité la police de sécurité du quotidien, Bruno Béchiza, qui est dans votre camp, qui est le maire des Républicains d'Aulnay-sous-Bois, et il n'est pas des plus laxistes, s'est proposé pour une expérimentation. Donc il ne voit pas, lui, que du mauvais dans cette police-là. Bien sûr, j'ai eu l'échange avec Bruno là-dessus. Bruno, qui est un maire admirable de Seine-Saint-Denis, ancien policier, qui est extrêmement ferme sur ces questions. Précisément, ce qu'il veut, c'est se mettre dès le début dans l'expérimentation pour empêcher le gouvernement de partir sur la voie qu'il redoute, qui est celle de la police proximité. Donc pour dire tout le mal qu'il en pensera une fois que l'expérimentation sera terminée. C'est une taupe au sein de la police de proximité. Permettez-nous de temps en temps de lutter pour nos idées. Ah non, c'est voyez hier, par exemple. C'est ça la stratégie. Je voudrais vous donner un cas très concret. Hier, j'étais à Franconville, qui est une commune où les effectifs des commissariats n'ont cessé de baisser, où le maire a été obligé de se battre pour relancer, lui, une police municipale qui a compensé le désengagement du commissariat et qui a été une police extrêmement efficace. Mais la base de son approche, c'est de la sanction, c'est de la fermeté. C'est pas une police de proximité où, au fond, on excuse tout et on ferme les yeux sur tout. Il y a un travail d'animation de quartier à faire. C'est pas aux policiers, aux gendarmes de le faire.
c'est aux éducateurs de quartier. Alors, ne confondons pas les choses. Je vous ai entendu sur ce que vous jugez être une politique laxiste, si je comprends bien, en matière de sécurité. Vous menez ce matin une charge très violente contre Emmanuel Macron dans le journal du dimanche. Vous dites du président de la République qu'il y a chez lui une haine de la province, qu'il n'y a pas d'amour charnel pour la France, qu'il n'est porté que par un seul projet lui-même. Est-ce que vous ne tombez pas, Laurent Wauquiez, dans la caricature, dans l'excès ? Vous savez, et là encore, vous me connaissez, j'ai l'habitude d'être un peu franc. Parfois, quand je lis et j'écoute les commentateurs sur Emmanuel Macron, j'ai parfois l'impression que là, on est dans la caricature. Que tout est si merveilleusement beau, que tout est si merveilleusement parfait, que Jupiter est sur son nuage et que tous les Français sont heureux. Et curieusement, quand moi je vais chez moi dans ma région, quand je sillonne la France comme je la fais, je vois de très nombreux Français qui sont de plus en plus préoccupés par ce que fait Emmanuel Macron, qui comprennent de moins en moins son caractère et la façon dont il agit. Pendant 4 mois, j'ai été totalement silencieux pour laisser sa chance à ce président de la République. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps qu'on exprime clairement. 4 mois, c'est pas un peu court pour voir les résultats. Réformer. Vous voulez quoi, qu'on se teste pendant 4 ans et demi? Je sais pas, mais... Non, mais 4 mois, c'est court. Non, mais Laurent Wauquiez, quand vous dites qu'il n'a pas d'amour pour la France, est-ce qu'on entend aussi, c'est un peu le parti de l'étranger, il oppose 2 France? Vous aussi, vous les émigrés aux Français de souche, les chômeurs à ceux qui ont un travail. J'ai jamais opposé les immigrés. C'est pas... Mais monsieur Sportou, je vais répondre très clairement. Je vais répondre très clairement à votre question. D'abord, la première chose, c'est que sur ce qu'il fait, j'ai des profondes divergences. Nous y viendrons. J'espère que vous m'autorisez quand même à l'exprimer. Mais sur la philosophie. Et que la voix de l'opposition peut encore se faire entendre dans notre pays. Il n'y a pas qu'un parti unique en France. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que vous êtes là, Laurent Wauquiez. Vous parlez, ça résume tout. C'est le désert de l'âme, Emmanuel Macron. Je vais répondre. On va laisser répondre Laurent Wauquiez. L'adulte arrogant. On va laisser répondre Laurent Wauquiez. C'est de vous tout ça. Est-ce que vous me permettez de placer un mot pour expliquer? D'abord, la première chose. Sur son programme, j'ai de profondes divergences. Sur l'économie, on y viendra. Oui. Je pense que son programme ne redressera pas notre pays. 2, sur la fiscalité, je pense que son programme est profondément injuste pour les classes moyennes et pour les retraités. Enfin, sur le régalien, on en a parlé, je pense qu'il ne prend pas la mesure des menaces du pays. Deuxièmement, je ne sens pas chez lui une vision de la France. Et je le dis très simplement. Au fond, quel est le seul discours où il y avait vraiment un souffle qu'il a fait? C'est celui sur l'Europe. Il n'a jamais exprimé ce qu'était sa vision de notre pays. À Lyon, je l'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de culture française. À Marseille, il a fait une superbe ode à la juxtaposition des communautés. Il parle de Start-up Nation, il ne parle pas de nation française. Il parle de nation européenne, il ne parle pas de nation française. Et je me permets d'ajouter que je trouve parfois chez lui, et visiblement les Français le ressentent très fortement, beaucoup de froideur. Un vrai manque d'empathie quand il va vers les Français. Et au fond, une forme d'arrogance. Quand par exemple, il déclare dans une start-up, en France, il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Moi, je ne crois pas à cela. Je ne crois pas que l'ouvrier de Belfort... Je vais aller jusqu'au bout puisque vous m'interrogez. Je ne crois pas que l'ouvrier de Belfort soit la France qui ne réussisse rien. Je ne crois pas que l'agriculteur, c'est la France qui n'est rien. Je ne crois pas qu'il y a juste ceux qui réussissent dans la mondialisation. Mais quand il va en Guyane et qu'il dit « je ne suis pas le Père Noël », ça c'est ses propos qui pas la démagogie. Parler à vous. Le sujet, monsieur Tréhard, c'est qu'à un moment, les Français attendent de la fermeté. Ils attendent des convictions. Ils attendent une vision du pays, ce qu'Emmanuel Macron n'explique jamais. Ils n'attendent pas un petit président arrogant et capricieux qui, dès qu'on ose le contester, hausse le ton et vous demande de vous taire. Je vais prendre des témoignages qui, moi, m'ont marqué. Quand je vais à Belfort, il y a un ouvrier d'Alstom qui fait le déplacement pour venir me rencontrer et qui me dit « Monsieur Wauquiez, j'ai souvent voté à gauche et je vous soutiendrai parce que ce que nous, on sent, c'est que ce président ne nous aime pas. Ce que je pense profondément, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est ceux qui réussissent dans la mondialisation. Et les autres, il ne les prend pas. Moi, la droite que je défends, c'est la droite qui défend la France qui travaille. Mais Laurent Wauquiez, vous dites enfant capricieux et adulte arrogant, ambitieux, capricieux, ce sont aussi des reproches qui vous sont faits à vous, Laurent Wauquiez, par certains dans votre camp. Est-ce que vous avez changé?
Pardon, mais j'ai jamais entendu ces reproches dans mon camp. Mais peut-être que vous avez du verbatim. Non, mais vous savez, vous lisez comme nous les portraits qui vous sont consacrés et on l'entend. Est-ce que vous avez l'impression... J'ai jamais entendu ça. Pardon, c'était une création... Vous n'avez pas du tout. Dans votre région, par exemple, certains disent que vous avez une gestion assez dure, sans trop d'empathie. Pour certaines associations, vous les privez de subventions. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez des choses à vous reprocher? Vous êtes parfois dans l'excès. Monsieur Sportouche, ça m'a rarement été reproché. On a souvent d'ailleurs dit de moi que j'avais un côté assez chiracien dans ma façon de faire de la politique. Et je le revendique. Parce que je pense... Quoi, de clientélisme parce qu'on parlait des associations distribution. Dites donc, monsieur Jacques-Bizine, il va apprécier Jacques Chirac. C'est un peu de respect quand même, s'il vous plaît. Non, mais j'ai du respect pour lui, bien évidemment. Jacques Chirac, c'est un président auquel tout le monde reconnaissait, monsieur Jacques-Bizine. Et je ne veux pas vous laisser dire ça quand même, même avec le sourire. Jacques Chirac, c'est un président dont tout le monde reconnaissait. Qu'est-ce que vous entendez que dans son contact avec les autres, il y avait de la chaleur. Mais vous voulez dire quoi? Il y avait de la générosité. Quand vous faites une politique à la Chirac, ça veut dire quoi? Non, moi ce que j'aime, monsieur Jacques-Bizine, et pour moi il y a deux filiations. Il y a d'une part cette empathie qu'avait Jacques Chirac, et il y a d'autre part cette détermination et cette énergie qu'avait Nicolas Sarkozy. Vous m'interrogez sur ma région. J'ai été élu dans ma région Auvergne-Rhône-Alpes avec un programme clair. Et c'est vrai, c'est pas si habituel en politique, je l'applique. Et je l'applique totalement. Non mais certains vous accusent d'intimidation, de menaces. Par exemple, le maire de Sainte-Sigolène dit, il m'a appelé 3 fois pour me dire de ne pas être sur la photo avec celle qui était contre votre député, LR, qui a été élu d'ailleurs. Et ils évoquent des menaces, des intimidations. En tous les cas, une manière assez dure de faire de la politique. Vous oubliez juste de préciser que le maire que vous citez est En Marche. Et donc, certes, j'ai aucun doute sur le niveau de son objectivité, monsieur Sportouche. Mais en même temps... Mais vous pouvez peut-être aussi citer, par exemple, les 135 parlementaires qui me soutiennent. Vous pouvez peut-être aussi rappeler, monsieur Sportouche, que j'ai gagné ma région. Ils sont plusieurs à le dire. Alors, que j'ai gagné ma région. C'est pas ça. Je vous dis pas que c'est pas vrai. Je vous dis juste que ce sont des opposants qui ont une pratique, qui ont un discours d'opposition. C'est assez étonnant dans la démocratie, c'est vrai. Et je vous dis juste que moi, j'ai gagné ma région. Les téléphones que vous pouvez passer dans cette intention-là, est-ce qu'ils ont existé ou pas? Vous savez, dans ce que je lis souvent, je vois beaucoup d'affabulation. Et d'ailleurs, notamment sur le portrait auquel vous faites allusion, je vais exiger un droit de réponse, parce que j'en ai parfois assez qu'on dise tout et n'importe quoi, parfois même avec des propos qui me surprennent. Le portrait du Monde ou je vais revenir, si vous me permettez, parce que ça, c'est ce qui intéresse les Français. C'est pas la question de la psychologie des élus. La psychologie dans ma région d'Emmanuel Macron, vous en faites dans votre tribune aujourd'hui dans le JDD. Oui, parce que ce qui me préoccupe, c'est ses conséquences pour les Français. Si je peux revenir, puisque vous m'interrogez dessus, sur ma région. Dans ma région, j'ai pris un engagement qui est de lutter contre le gaspillage de l'argent public. Je suis la première région de France par le niveau de baisse de fonctionnement, moins 5,9%. La seule région en France à avoir réussi à baisser les dépenses de la masse salariale. Si le gouvernement appliquait le même niveau d'exigence que ce que je fais dans ma région, le déficit public serait ramené à 0%. Alors oui, ça suppose de la détermination. Oui, parfois ça frotte. Parce que on a tellement été habitué à avoir des politiques qui font de l'eau tiède et qui n'ont pas le courage d'aller jusqu'au bout, qu'on est surpris quand, de façon étonnante, on a un élu qui, après l'élection, applique la même chose que ce qu'il faisait avant. Et je n'augmente pas les impôts. Et c'est aussi ce que je veux que vous compreniez. C'est pour moi une vraie différence avec l'approche économique et budgétaire d'Emmanuel Macron, dans laquelle il n'y a pas de lutte contre le gaspillage de l'argent public et dans lequel les Français risquent de payer l'addition avec la hausse de la CSG. Alors Marie-Pierre Haddad nous a rejoint pour les premières réactions. Je précise juste que donc vous avez eu votre droit de réponse aussi ici même sur les articles parus ces dernières semaines. Il a fallu que je l'arrache quand même. Le feriez-vous par ailleurs? Donc Marie-Pierre Haddad, bonjour. Quelles sont les premières réactions des auditeurs et téléspectateurs qui sont à l'écoute de l'émission? Bonjour à tous, bonjour Laurent Wauquiez. Alors bonjour, vous parliez il y a quelques instants d'Emmanuel Macron et vos propos ont suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Donc sur Facebook Live, on a Philippe qui estime qu'Emmanuel Macron vous craint et on a Pascal, lui, qui nous raconte avoir pris ses distances avec les Républicains. Pourquoi? Parce que vous critiquez des réformes que vous auriez dû faire lorsque vous étiez au pouvoir. Et on a aussi un dernier message sur Facebook Live de Marie-Pierre qui vous demande pourquoi ne pas aider Emmanuel Macron à faire les réformes que vous auriez pu engager depuis bien longtemps. Laurent Wauquiez. C'est Philippe qui... C'est Philippe qui trouve qu'Emmanuel Macron vous craint. D'accord. Et Marie-Pierre qui vous pose la question. Très bien. Pourquoi ne pas aider Emmanuel Macron à faire les réformes que vous auriez pu D'abord, Philippe engager. a raison.
Emmanuel Macron vous craint. Non, c'est pas Philippe qui dit qu'il me craint. Ça, c'est gentil et je le prends. Macron vous craint. C'est gentil et je le prends. Vous voyez, c'est toujours bien d'avoir les auditeurs qui réagissent. Mais c'est pas ça. Il y a une réaction d'un de vos auditeurs qui dit: vous n'êtes pas allé assez loin. Il a raison. C'est précisément contre ça que je me bats. Ce que je veux, c'est restaurer la voie de la droite, et une droite qui assume sereinement, mais de façon très déterminée, ses idées. Sarkozy auquel vous avez participé. Bien sûr, et je m'applique à moi-même les leçons des endroits où je trouve qu'on n'est pas allé assez loin. Et je pense qu'en France, la droite déçoit, non pas quand elle en dit trop, mais qu'elle n'en fait pas assez. C'est pour ça que pour moi, cette question sur ma région est très importante. Mais quand vous dites la droite est de retour, parce que du coup on se dit la droite s'est reniée même sous Nicolas Sarkozy quelque part. Juste, ça fait 5 ans qu'on est dans l'opposition. On vient de perdre dans des conditions lamentables une campagne présidentielle. On a déçu et on a été trahi. Mais il y a eu une élection, il y a eu une primaire, il y a eu aussi une confrontation. Est-ce qu'à ce moment-là, la droite s'est reniée? Monsieur Sportouche, sauf à ce qu'on n'ait pas vécu la même scène politique, mais aujourd'hui, mon camp est un peu en ruine. Et tout mon travail, c'est de le redresser et de le reconstruire et de rebâtir. Je voudrais ajouter à ce que vous dites. Vous dites un discours de fermeté, la droite doit être ce qu'elle est. Exactement ce que nous a dit Nicolas Sarkozy en 2012, il a été battu. Exactement ce que disait Jean-François Copé, la droite décomplexée, et vous n'étiez pas tellement en phase avec lui à l'époque. Et aujourd'hui, vous nous donnez ce discours-là. Fillon, c'était aussi un peu ce discours-là. Est-ce que c'est pas un peu éculé quand même comme argument, monsieur Wauquiez, quand même, tout ça? Monsieur Traire, d'abord un petit clin d'œil, une petite fanfaronnade, j'ai jamais perdu d'élection. Je parle de la droite, je parle pas de vous. Et j'ai toujours gagné mes élections sur mes valeurs. Et en essayant toujours de ne pas avoir un discours qui cherche à plaire à tout le monde, mais en tenant mes convictions et mes idées. Ma région, qui était loin d'être une région facile, je l'ai gagnée sans avoir besoin au second tour de petites alliances d'arrière-boutique. Deuxièmement, je ne crois pas qu'on a perdu 2012 parce que nos valeurs étaient trop claires. Je crois qu'on a perdu 2012 parce que les Français ont considéré, à tort ou à raison, la crise économique était passée par là, qu'on n'est pas allé assez loin. Je crois, vous me posez des questions, il faut au moins que je puisse répondre. Je crois qu'en 2017, on n'a pas perdu sur le programme défendu par François Fillon. On a perdu sur l'instrumentalisation des affaires. Et je crois que l'avenir de la droite, c'est pas de se déporter en jetant un voile pudique sur ses idées et d'aller le plus possible à gauche. Je crois que la droite, c'est juste de défendre ses valeurs. Ses valeurs, c'est quoi? C'est le travail, c'est le mérite, c'est pas l'assistanat, c'est la défense des classes moyennes, c'est le sens de l'autorité, c'est la lutte contre le communautarisme. Et pour répondre à Marie-Pierre, qui pose sa question... Oui, parce qu'il y a aussi Jean-Christophe qui a une question à vous poser très rapidement. C'est qui Jean-Christophe? Un autre auditeur, allez-y. Je n'ai aucun problème à ce qu'on soutienne toutes les réformes qui iront dans l'intérêt général de la France. Parce que je ne veux pas que ma famille politique soit une secte. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai plaidé pour qu'on vote pour la réforme des ordonnances sur le Code du travail. Et je ne veux pas non plus qu'on nous raconte des histoires. Le programme d'Emmanuel Macron n'est pas un programme de droite. On va y venir sur ce programme. Quand vous augmentez les impôts, vous n'êtes pas à droite. Quand vous matraquez les retraités, vous n'êtes pas à droite. Quand vous ne faites pas d'économie sur le gaspillage de l'argent public, vous n'êtes pas à droite. Quand vous baissez le niveau de protection des Français, vous n'êtes pas à droite. Alors, on va y revenir. Juste une dernière réaction de Jean-Christophe, je crois. Donc, exactement, Jean-Christophe. Il nous écrit, il dit, vous avez déclaré lors des élections régionales vouloir vous consacrer à 100% à votre région. Et aujourd'hui, vous briguez la présidence des Républicains et il vous demande où est la cohérence. Vous avez 30 secondes, si vous voulez bien, avant la pause de Laurent Wauquiez. D'abord, j'ai été d'une cohérence totale. J'avais dit que j'abandonnerais mon mandat de maire, j'ai abandonné mon mandat de maire. J'avais dit que je renoncerais à mon mandat de député, j'ai renoncé à mon mandat de député. Je fais même partie des présidents de région, contrairement à d'autres qui sont exactement restés à leur poste et qui n'ont pas trahi la confiance de leurs électeurs. Je peux juste pas rester les bras croisés quand ma famille politique est en lambeaux, ni plus ni moins, mais qui me fasse confiance, je continuerai à veiller sur mon Auvergne-Rhône-Alpes parce que je l'adore. Vous resterez président. Exactement. On fait une pause et puis on se retrouve pour la suite de votre grand jury, Laurent Wauquiez, dans quelques minutes. À tout de suite. Avec plaisir. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, candidat à la présidence des Républicains. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Laurent Wauquiez, vos contradicteurs, vos concurrents pour cette campagne pour la présidence des Républicains, Florence Portelli et Maëlle de Calan, réclament un débat public, télévisé et radiophonique, espérons-le. Et vous leur apportez une fin de non-recevoir. Vous dites que vous voulez, vous, un débat uniquement face aux militants, puisque c'est une élection militante.
Est-ce que vous dites que vous n'avez pas la réputation d'être un planqué? Pourquoi ne pas avoir ce débat-là? Est-ce que, à la limite, ça ne vous permettrait pas d'exprimer vos idées, justement, plus généralement aux Français, Laurent Wauquiez? D'abord, Monsieur Sportouche, au risque de vous surprendre, tous les débats ne se passent pas nécessairement sur un plateau de télé, devant des journalistes et avec une radio. Quand je suis devant les militants de ma famille politique, je considère que je peux débattre. Et je vais le dire aussi simplement, la presse n'a pas le monopole du débat en France. Ensuite, je suis favorable à un débat. Mais je ne veux pas d'un débat qui divise. Parce que ma famille est en état de grande fragilité. C'est un peu le principe du débat, c'est un peu d'affronter ces opinions. C'est votre conception du débat, et c'est précisément celle dont je me méfie. Parce que j'ai trop vu les débats de la primaire, qui ont abouti à quoi? Le jeu des petites phrases. Le fait qu'on exagère les différences et les divisions pour plaire à qui? Pour plaire au jeu médiatique, et c'est normal, c'est le jeu, j'en connais les règles. Moi, ma responsabilité, c'est ensuite de reconstruire, et c'est de rassembler. Donc je ne veux pas que des failles s'ouvrent supplémentaires au sein de ma famille. Et c'est sans appel. C'est sans appel. Vous refuserez ce débat large, public et télévisé. Mais ce que j'ai proposé, c'est un débat large, public, devant ceux qui votent, les militants de notre famille politique. Les journalistes sont évidemment conviés, vous pourrez filmer cela sans problème. Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'on soit dans un petit studio, entre nous, et qu'au fond, on tourne le dos à ceux qui vont voter, qui sont les bénévoles et les militants de notre famille politique. Pourquoi? Parce que précisément, quand on est devant les militants de notre famille, ça oblige au sens des responsabilités. Et ça permet de sortir de ce jeu médiatique. Donc je suis pour un débat, je suis pour un débat ouvert, je suis même pour un débat avec un large public. Vous y serez évidemment conviés, mais je ne veux pas qu'on retombe dans l'errance de ces débats qui divisent qu'on a eu lors de la primaire. Christophe Jacubizine. Justement, vous venez de souligner les divisions qu'ont pu créer les débats des primaires. Est-ce à dire que pour la prochaine élection présidentielle, il ne faudra pas de primaires au risque d'affaiblir le candidat qui serait désigné? Laurent Wauquiez. Pour moi, ce n'est pas le sujet. Et pour l'instant, ça n'est vraiment pas le sujet. Pourquoi? Parce que ce que je veux, c'est qu'on reparle aux Français. Je veux que la droite reparle aux Français. Mais est-ce que si vous êtes élu président, vous avez une légitimité naturelle à être le candidat des Républicains en 2022? Ma légitimité naturelle, c'est de reconstruire ma famille. Ma légitimité naturelle, c'est de montrer que face à Emmanuel Macron, il y a un autre chemin qui est incarné par une droite républicaine. Ça, c'est ma légitimité. Et croyez-moi, ce sera ma mission. Yves Tréhard. Laurent Wauquiez, le Conseil d'État vient de prendre une décision à propos du statut du pape Jean-Paul II à Ploërmel dans le Morbihan. Il veut que le Conseil d'État dit qu'il faut enlever la croix qu'il y a au-dessus de cette statue. Quelle est votre réaction? C'est une statue récente, hein. Elle date d'après 1905, après la loi. Elle doit être très très récente, alors si elle date d'après 1905. Non, mais c'est pour préciser que la jurisprudence n'est pas la même avant ou après 1905. Oui, c'était effectivement en ce moment on construit après 1905, oui. Est-ce qu'on voit la même chose? Est-ce qu'on vit dans le même pays? J'ai parfois le sentiment qu'on a des débats surréalistes. Parfois, quand je regarde ce débat sur la croix, sur une statue de Jean-Paul II, ou les débats sur les crèches... C'est pas un débat, c'est une décision de justice. Oui, c'est une décision de justice. J'en ai bien conscience. Je connais même assez bien le juge qui l'a donné, puisque ce sont les membres du Conseil d'État. Quand je vois les débats sur les crèches, à l'intérieur de nos mairies, et qu'on donne le sentiment que le premier ennemi de la laïcité en France, ce serait une croix sur la statue de Jean-Paul II, que le danger pour l'avenir de la République, ce sont les crèches dans nos communes, je me demande, est-ce qu'on vit au même endroit? Parce que moi, je pense qu'on se trompe profondément de combat. Que la première menace de la laïcité en France, c'est l'intégrisme islamiste. Mais c'est peut-être pour pouvoir mener tous les combats, justement, que le juge décide de faire la même chose pour toutes les religions. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas que c'est en abaissant nos racines, en renonçant à notre histoire, qu'on construit l'intégration de la France. Je pense même que c'est l'erreur mortifère dans laquelle on est tombé, qui est cette culture de la repentance, où au fond, on demande à la France de renoncer à elle-même pour accommoder la diversité. Moi, les combats que j'attends du juge, les combats que j'attends du politique, c'est pas contre la croix ou la crèche. C'est contre l'intégrisme ordinaire, décrit Est-ce que vous par ferez ce une crèche proviseur. au Conseil régional chez vous, par exemple, l'hiver? Est-ce que vous y avez pensé, Laurent Wauquiez? Non, mais c'est une question concrète. Est-ce que vous en ferez une? Vous me permettez d'abord de finir ma phrase. Est-ce que vous pouvez me dire d'un oui ou d'un non sur cette question? Je vous réponds juste après. Non seulement, c'est pas que est-ce que je vais le faire, je l'ai déjà fait. Donc vous le referez. D'accord. Je l'ai déjà fait. Et donc, sur ces questions-là, est-ce que par exemple, on débat du proviseur de Marseille, de ce collège, qui dans un ouvrage décrit ce moment où il a une famille juive On en a beaucoup qui parlé. vient le voir pour venir, très peu les politiques, très peu relayés,
où il a une famille juive qui vient le voir, demande à être accueilli dans son collège et qu'il est obligé de leur dire « je ne peux pas vous accueillir dans mon collège parce que je ne pourrai pas assurer votre sécurité ». Ça, c'est les problèmes de la laïcité. La menace de la laïcité, c'est pas la croix sur la statue de Jean-Paul II. La menace sur la laïcité, c'est pas les crèches qui font partie de notre tradition. La menace de la laïcité, c'est l'intégrisme islamiste. Laurent Wauquiez, est-ce que vous êtes pour ou contre les menus de substitution dans les établissements scolaires ? Je rappelle que vous avez pris comme porte-parole Gilles Platré, qui est maire de Chalon-sur-Saône et qui a supprimé dans sa ville les menus de substitution. Gilles Platré est un maire que j'aime énormément, qui a beaucoup de courage et qui a eu notamment le courage de dénoncer le communautarisme petit à petit et le recul de nos services publics. Moi, je pense qu'on peut parfaitement arriver à respecter les convictions de certains sans s'enclencher dans les menus de substitution. Je pense qu'on peut parfaitement faire en sorte... C'est hypocrite, au fond. Pas du tout. Ça a été la réponse de la République pendant des années. Moi, vous savez, je viens de la Haute-Loire. Juste à côté de chez moi, il y a une commune comme Firminy, qui était une commune admirable, où on avait des clubs de foot. Dino Cinieri est ici présent. Où quand on jouait au foot, on s'arrangeait pour que quand on donnait à nos gamins des sandwichs, il y ait un sandwich au fromage que certains pouvaient manger, et puis un sandwich au jambon. Ça s'appelle un repas de substitution ? Non, ça s'appelle juste le fait de respecter chacun, essayer de faire en sorte que ce soit organisé, sans que ce soit la religion qui impose ces choses. Quand on bascule dans le repas de substitution, c'est quand on vous met une viande halal. Non. Quand on bascule... Non, vous pouvez mettre je vous dis exactement. Alors, du poisson, parce que je autre chose considère, que vous tu m'interrogez, je n'aime pas cette démission il n'y a pas d'école progressive. avec de la viande halal, ça n'existe pas. Pardon, mais est-ce que vous savez que dans la plupart aujourd'hui de nos abattoirs... Ah oui, mais ça c'est autre chose. C'est un autre sujet. Autre chose, vous me mais faites quand on propose un repas de substitution, on propose un repas où... Pardon, juste, dans la plupart aujourd'hui de nos abattoirs, on abat avec les techniques halal. Oui, c'est vrai. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais, un repas de substitution dans les écoles, c'est jamais un repas halal. Hein. Mais c'est exactement le même problème. C'est-à-dire qu'au fond, et c'est ce thème dont on débat, moi, l'intégration à laquelle je crois, c'est l'intégration qui était au fondement de la République française, où on permet à tous ceux qui viennent chez nous de s'intégrer chez nous à condition qu'ils fassent leur le mode de vie de la France. C'est ce qui a permis d'intégrer des générations d'Italiens, d'Espagnols, de Portugais, de Marocains. Là, on a basculé dans un autre système, où petit à petit, on pense que pour intégrer, il faut faire la place au communautarisme. Il y a une phrase que j'aime beaucoup rappeler. Et en général, quand je l'ai dit, on me dit « au secours, c'est la droite dure ». Moi, je considère que l'étranger qui arrive en France, c'est à lui de s'adapter à la France. Et ce n'est pas à la France de s'adapter à l'étranger. Et je pense que c'est cela qui a permis à la France d'accueillir pendant quasiment 100 ans des générations d'étrangers qui venaient chez nous. Mais j'ai l'impression que c'est la théorie du grand remplacement culturel. Ce n'est pas le grand remplacement culturel, c'est juste une réalité, monsieur Sportouche. La réalité, c'est que vous avez aujourd'hui en France des quartiers qui sont les quartiers perdus de la France. Lesquels, Laurent Wauquiez ? Vous venez avec moi, sortez du plateau de RTL, je vous prends dans ma voiture, on part de la place de Lyon, on fait 10 km en direction de l'ouest, je vous amène à Saint-Étienne, vous venez avec moi, on ira à Firminy, et vous verrez rapidement que la réalité va vous sauter au visage. La France est communautariste aujourd'hui ? Je pense qu'on a laissé petit à petit s'installer la pression du communautarisme dans notre pays et que la laïcité qui était notre règle n'a cessé de reculer depuis des années. La droite que je défends, c'est pas une droite dure. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est, moi, droite molle, droite humaniste, droite centriste, je suis juste de droite. Mais la droite que je défends, elle est favorable à l'intégration républicaine, celle que défendait Jaurès, celle que défendait Ferry, celle que défendait De Gaulle, celle qui n'avait pas de parti. Et que Macron ne défend pas. Juste très factuellement, les propos d'Emmanuel Macron, parfois, m'ont beaucoup choqué. Je rappelle quand même ce discours de Marseille, où il s'adresse aux gens en disant « c'est formidable, je vois face à moi des Maliens, des Sénégalais, des Togolais ». Non. La France n'est pas une juxtaposition de communautés. La France est un pays dans lequel j'aspire à ce qu'on puisse dire « nous » avec la nation française. C'est ça, la France. Est-ce que la droite que vous défendez, et la laïcité que vous défendez, est pour l'interdiction du voile à l'université, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de voile à l'université? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui correspond à ce que vous appelez la laïcité offensive? Oui, je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait un port de voile à l'université. Je connais parfaitement les arguments, consistant à dire que ça fait partie de la liberté, quand on a au-dessus de 18 ans, c'est un choix qu'on peut faire, mais moi, c'est l'université française. Et le voile ou la kippa dans l'espace public, est-ce que ça, vous pensez que c'est la liberté de chacun ou à un moment donné, ça doit être aussi réglementé? On parle de l'espace public, là. Si ce que vous m'interrogez, c'est la rue, sur les trottoirs, non, évidemment, c'est pas le même sujet. Le sujet pour moi, c'est quand on est dans une enceinte où, au fond, l'affichage très volontariste de ces signes religieux est en réalité un travail de propagande. Moi, je respecte très bien les convictions personnelles, les convictions intimes, mais je n'aime pas que progressivement, les lieux qui sont nos lieux républicains soient de plus en plus pris d'assaut
par ces signes religieux ostentatoires. Christophe Jacubizzi. Est-ce que ça vous gêne ou ça vous agace quand Marine Le Pen dit que vous faites partie de ces responsables politiques qui en réalité tiennent exactement les mêmes propos que nous? En gros, que vous parlez comme elle. Vous voilà savez, ce qu'elle dit. Il y a une différence fondamentale pour moi par rapport au Front National et sa conception de la France. Et je vais essayer de l'expliquer très simplement. La conception que défend le Front National, c'est une France qui se recroqueville sur elle-même et s'enferme derrière la palissade du village gaulois. La conception de la France que je sens chez Emmanuel Macron, c'est la France est sommée de sauter dans le train de la mondialisation. Et pour réussir, elle doit se renier. La conception que moi je défends, c'est la France doit retrouver ses valeurs. Elle doit se retrouver pour réussir et rayonner. Parce que ce que je pense, c'est que notre pays était assis sur un certain nombre de colonnes du temple, qui étaient le travail, qui était la méritocratie républicaine, qui était la laïcité. Et qu'en 30 ans, et c'est sans doute un cas unique dans l'histoire d'un pays, on a tout mis à bas. On a quasiment inversé la totalité de nos repères en pensant que c'était comme cela qu'on allait construire la réussite de notre pays. Moi, et c'est cette politique-là que j'aime, c'est une politique qui repose sur des fondations solides, qui repose sur un passé qui n'est pas une nostalgie mais une promesse d'avenir. Et je pense que c'est en se retrouvant que la France retrouvera son énergie quand vous parlez et son dynamisme dans la mondialisation. Régionale, par exemple, pour les commandes publiques dans votre région, pourquoi vous ne le déclineriez pas au niveau national, par exemple, ce que prône Marine Le Pen, la préférence nationale? Qu'est-ce que je dénonce par là? C'est en réalité un sujet de réflexion qui est beaucoup plus large. Je le fais en tant que président de région, mais j'aimerais bien qu'on élargisse un peu notre périmètre de réflexion. Aujourd'hui, si vous prenez à peu près l'Europe, 84% de nos marchés publics sont ouverts totalement à la concurrence internationale. C'est-à-dire que dans 84% de nos marchés publics, une entreprise, d'où qu'elle soit, peut venir concurrencer nos marchés. C'est une très bonne nouvelle. Je crois avec Virginie Calmels et avec Éric Woerth au fait que notre famille politique croit à la liberté. Et juste la question que je me pose, les autres pays font-ils pareil? Aux États-Unis, les marchés publics sont ouverts à 18% à la concurrence. Au Japon, les marchés publics sont ouverts à 25% à la concurrence. Alors vous êtes pour la préférence nationale? Dans ma région, j'ai par exemple les pneus Michelin. Et j'en suis fier. C'est quand même un des flambeaux national et européen. Les concurrents japonais peuvent vendre sans aucun problème et sans aucun contrôle la totalité de leurs pneus en France et en Europe. Les pneus Michelin n'ont que des barrières non tarifaires qui les empêchent de vendre au Japon. Ce que je souhaite, c'est qu'on secoue un peu la poussière et qu'on ouvre les yeux en se disant « OK pour être ouvert, mais on n'est pas ouvert avec ceux qui sont fermés. Et il faut qu'on reprenne le sens d'une stratégie industrielle et d'un patriotisme qui peut être à la fois français et européen. Et Maël De Caland, qui est donc l'un de vos concurrents pour cette élection, dit que vous entretenez une ambiguïté avec le FN en parlant de droite identitaire et que vous terminerez comme Benoît Hamon, c'est-à-dire avec 6,5% des voix à la prochaine présidentielle, parce que vous serez replié sur un socle très fermé de la droite aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui répondez ? D'abord, la première chose, vous l'aurez sans doute remarqué, c'est que je n'entretiens aucune polémique avec aucun membre de ma famille politique. Et que je ne réponds à aucune attaque, je ne réponds à aucune caricature, parce que ce que je suis en train de faire, c'est que moi, je rassemble ma famille. J'ai plus de 135 parlementaires qui m'ont soutenu. Vous avez ici, sur ce plateau, des gens qui viennent d'horizons différents, qui étaient des soutiens de Nicolas Sarkozy, de François Fillon, d'Alain Juppé. Il a tort ou pas, Maël De Caland ? Vous inquiétez pas, vous aurez votre réponse, et elle sera oui et non. En même temps. Donc. Non, vous verrez, il n'y a pas tellement d'en même temps chez moi. Et ce que j'essaye de faire, c'est de rassembler. À l'image, par exemple, de ce que j'ai fait dans les Alpes-Maritimes, où il y avait à mes côtés Éric Ciotti et Michel Tabarot, qui avait été un soutien de Jean-François Copé, et Jean Leonetti, qui vient du centre, et auquel j'ai demandé de s'impliquer pour reconstruire la voie des centristes au sein des Républicains. S'agissant de la question de Maël De Caland, Benoît Hamon est intéressant à analyser. Et ce qui s'est passé avec Benoît Hamon est intéressant à regarder. Au fond, au moment de la primaire, il a beaucoup séduit. Parce qu'il assumait fortement les valeurs de la gauche. Ce n'est pas les miennes. Mais à ce moment-là, il a séduit. Et puis ensuite, quand il a été le candidat désigné à la primaire, il a baissé l'étendard. Il a baissé le pavillon. Il a commencé à faire des petits accommodements. Et là, il a sombré. Je suis toujours surpris quand parfois certains pensent que quand la droite assume ses idées, elle se recroqueville. Moi, je crois exactement l'inverse. Donc il n'y a pas de droite irréconciliable comme il y a de gauche irréconciliable pour certains. Je crois exactement l'inverse, monsieur Sportouche. Je crois que c'est quand la droite assume ses idées, qu'elle a la confiance et l'estime des Français. Et je crois que c'est quand elle cherche à acheter les bons points des censeurs du débat en France qu'au contraire,
elle mérite le mépris des Français. Laurent Wauquiez, Emmanuel Macron songe à commémorer 1968, il y a 50 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, les bras m'en tombent. Enfin, c'est le même genre de débat que celui qu'on vient d'avoir. Mais il s'est rien passé en 68 ? Bien sûr qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'est le début de la fin ? Voilà. Monsieur Créard, est-ce que moi, je songe à commémorer mai 68 et à le fêter ? Honnêtement, je préfère qu'on fête Austerlitz. Honnêtement, je préfère qu'on fête Valmy. Honnêtement, je préfère qu'on fête l'appel de Londres. Et mai 68, Nicolas pour Sarkozy disait qu'il fallait liquider l'héritage de mai 68. Oui, parce que, et c'est très simple, enfin, on est la droite. Mai 68, c'est il est interdit d'interdire. Mai 68, c'est au fond le début de la déconstruction, porté d'ailleurs par des philosophes comme Derrida. Moi, je crois au contraire qu'il faut reconstruire. Je crois au contraire qu'il faut redonner des repères. C'est aussi la progression dans l'égalité homme-femme. Vous allez dire que vous vouliez interdire. Non, ce à quoi je crois, par exemple. Non, mais c'est quand même beaucoup de progrès, non ? Vous ne pensez pas ? Sur le plan sociétal, pas du tout. Mais évidemment, monsieur Sportou, je ne suis pas caricatural, contrairement à vous. Non, je vous pose des questions. Je vous pose des questions, Laurent Wauquiez. Ça ne m'empêche pas de vous titiller aussi, monsieur Sportou. Évidemment que je ne suis pas dans cette caricature. Je suis historien, je sais quand même un peu tout ce que mai 68 a aussi apporté. Mais juste ce que je pense, c'est que mai 68 a aussi fait des dégâts. Et c'est d'ailleurs très amusant de se poser cette question. Il n'y a pas un pays en Europe qui songe à commémorer mai 68. Il n'y a que nous qui faisons ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être une question à se poser. Sur le mariage pour tous, une petite question. On va quand même parler de politique économique, j'espère. Mais juste une petite question, parce que c'est important. Monsieur sur Sportou, l'affiliation. Pardon, je vais juste dire un mot. C'est des thèmes qui aussi divisent dans votre camp. Et je vais y répondre. Mais il y a un point sur lequel je voudrais être clair. Parfois, vous me dites, mais monsieur Wauquiez, vous ne parlez pas assez d'économie ou des classes moyennes. Moi, je réponds à vos questions. Je vois le temps passer. Je vous dis juste qu'il est peut-être temps qu'on parle un peu d'économie et de ce que sont les impôts des Français. Sur le mariage pour tous ou pas, sur l'affiliation ou pas ? Parce que dans votre camp, on a l'impression qu'il y a de moins en moins de voix. Ma position est exactement celle qui a été défendue par François Fillon. Il faut revenir sur les éléments de cette loi qui ouvrent la voie à la PMA pour les couples de même sexe et à la gestation pour autrui. Je suis en revanche lucide, au bout de 10 ans, même si j'y étais contre et même si j'étais favorable à l'union civile, on ne reviendra pas sur le mariage pour tous. Parfait, on vous a entendu. Christophe Jacubin. Alors sur l'économie, une phrase introductive, une citation. Macron est en train de devenir le président de droite que les gens voulaient. C'est Jean-François Copé dans le JDD aujourd'hui. Eh bien, vous voyez, il m'arrive d'avoir des différences avec des membres de ma famille politique. Tant mieux. Je ne crois pas du tout cela. Je crois que la politique économique menée par le président de la République est un rideau de fumée. Qu'elle est construite sur le sable et qu'elle ne permettra pas la renaissance économique de la France. Et qu'elle n'a d'ailleurs rien à voir avec le travail de refondation qui a pu être fait par Schröder en Allemagne ou qu'ont fait des pays comme le Royaume-Uni, le Canada ou la Suède. Pourquoi ? Pour 3 raisons, et j'espère qu'ensuite on aura le temps de les détailler. La première d'abord, il n'y a aucun effort pour baisser la dépense publique. J'ai évoqué ce que je faisais dans ma région. Emmanuel Macron augmente la dépense publique de l'État de 2,2%. C'est énorme, c'est plus que l'inflation. Et les dépenses publiques des administrations, des ministères, va augmenter de 7 milliards d'euros. Il s'apprête à faire une baisse sur les fonctionnaires des ministères de 354. Il a promis 150 000 sur son mandat. Je lui souhaite donc bon courage parce qu'il lui faudra juste un siècle pour tenir les promesses qu'il a prises sur les économies de dépenses publiques. Deuxième raison, la compétitivité des entreprises. Ma région est la plus industrielle de France. La compétitivité aujourd'hui des entreprises françaises est pénalisée par le coût des charges qui pèsent sur l'employeur. Le président de la République s'apprête à augmenter les charges sur les entreprises et donc à pénaliser l'emploi. Ça n'est pas une politique de droite. J'ai parlé des charges sur les employeurs et de la compétitivité des entreprises. Troisième sujet, enfin, les impôts. On voit bien qu'il y a une espèce de grand micmac fiscal. Mais la réalité, c'est que les Français ont très bien compris que leur CSG allait augmenter de 22 milliards. Et que la taxe d'habitation, cette année, elle, ne baisserait que de 3 milliards. Et Éric Woerth, dont je préfère la voix sur ces sujets, qui les connaît parfaitement, a bien démonté toutes les failles de ce budget. Est-ce que la réforme sur l'assurance chômage est propre à faire diminuer le chômage, tout comme la réforme des ordonnances, enfin du contrat de travail ? Est-ce qu'on va arriver à 7% de chômage dans 5 ans ? Non. Prenons la réforme sur les ordonnances. Je l'ai dit, j'étais favorable à ce qu'on la vote. Sur le contrat de travail. Sur les contrats de travail. Parce qu'elle comporte des avancées. Mais soyons lucides. Prenons la Suisse. Vous voyez la différence entre le Code du travail français et le Code du travail suisse. Cette réforme porte sur quelques points techniques qui bénéficient majoritairement aux entreprises de moins de 50. Mais pour le reste, elle ne représente en aucun cas le séisme qu'on attendait, destiné à rendre plus simple l'embauche des gens.
Et c'est là où je veux que ce voile, à un moment, s'arrête. C'est qu'en ce moment, dans les commentateurs, je suis ahuri de voir, on a l'impression qu'avant lui, rien n'avait été fait. Mais vous pensez qu'Emmanuel Macron va échouer? Parce que du coup, on voit les chiffres baisser du chômage ce dernier mois. Est-ce que vous pensez que c'est anecdotique et que finalement, ça ne se renouvellera pas? D'abord, je voudrais rappeler que notre gouvernement et notre majorité a fait aussi des choses. Quand on a fait la rupture conventionnelle, c'était une réforme extrêmement importante. Quand on a fait le service minimum, c'était une réforme extrêmement importante. Quand on a baissé de 150 000 le nombre de fonctionnaires, c'était un effort très important. Et là, ce qui me frappe, c'est qu'évidemment, comment on compare Emmanuel Macron à François Hollande? Bah oui, je lui souhaite de faire un peu mieux que François Hollande, qui l'a d'ailleurs conseillé. La tâche n'est peut-être pas insurmontable. Mais je veux juste qu'on ouvre aussi les yeux. On n'a pas affaire à un travail de refondation substantielle de ce que sont les fondamentaux de fonctionnement de l'économie française. Marie-Pierre Haddad nous a rejoint à nouveau pour les réactions des auditeurs et téléspectateurs. Alors vous avez parlé du Front National et Marine Le Pen vient à l'instant de vous répondre sur BFM. La présidente du Front National dit « Laurent Wauquiez nous fait un bel hommage en reprenant nos idées. Il reconnaît que nous avions raison. » Et les internautes sont justement très divisés sur la question d'une alliance ou non avec le Front National. Pour vous, c'est très clair, pas d'alliance. Mais Véronique, elle ne comprend pas. Elle nous écrit sur Facebook. Elle vous demande pourquoi ne pas faire une ouverture avec Gilbert Collard et Robert Ménard. Qui sont au Rassemblement Bleu Marine. Laurent Wauquiez. D'abord, la première chose qui dit beaucoup, c'est que Marine Le Pen a fait de moi soit quasi unique cible à droite. Pourquoi? Parce que le plus grand ennemi du Front National, c'est une droite qui assume à nouveau ses convictions et ses valeurs. Et que le meilleur allié du Front National, c'est quand la droite ne dit plus rien et fait un filet d'eau tiède. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Quand Angela Merkel n'a plus eu le courage de ses convictions, elle a réinstallé, fait unique dans l'histoire de l'Allemagne depuis l'entre-deux-guerres, l'extrême droite au niveau du Bundestag. Moi, je revendique, et Marine Le Pen l'a très bien compris, le fait qu'elle va maintenant avoir en face d'elle une droite qui assumera ses idées. J'ai été aussi très clair. Tant que je m'occuperai de notre famille, il n'y aura aucune alliance avec des élus du Front National. Cette position n'est pas négociable, parce que je l'ai dit, je ne partage pas leur vision de la France, et parce que je pense que cette voie-là nous amènerait, et nous, et la France, dans une impasse. Je ne veux plus que la droite se définisse par rapport au Front National ou par rapport à Macron. Je veux qu'elle défende ses idées, clairement, avec détermination et avec sérénité. Merci beaucoup Laurent Wauquiez, c'était votre grand jury. Merci à tous les trois. Très bon dimanche à tous. Et la semaine prochaine, vous retrouverez Olivier Bost à 7 mètres place. Je vous retrouve pour ma part le 12 novembre. Très bonne journée. À très bientôt.